magnifique ce morceau. Putain. Venez, on reste dans le thème. On est dans ce putain de milieu carcéral. Venez, on en apprend un peu plus sur les prisons. Si Dieu veut, je finis en prison. Comme ça, j'envoie un de ces classiques à la sortie. Donc ouais, j'ai vu un documentaire sur Arte qui parle des conditions au mitard et qui parle notamment des conditions quand les personnes sont envoyées au trou, où t'es plus du tout en contact avec les autres, où on te passe la nourriture comme un chien. Sur ces conditions-là et sur ce qui se passe, en fait, sur la face cachée de ce qui se passe derrière les prisons, en fait. Comme ça, on se documente, en fait. Comme ça, on se renseigne. Et après, la promenade, on l'a fait sur un pied, t'as capté? Un détenu de 22 ans a été retrouvé mort dans sa cellule le 9 septembre alors qu'il se trouvait dans le quartier disciplinaire. Un détenu de 26 ans s'est suicidé hier soir. Il était en quartier disciplinaire pour une sanction de 15 jours. Il était libérable en janvier. Désolé, hein, c'est deep, c'est profond, mais le tie beat, les images, le goût du chiffre, le goût du risque. Est-ce qu'on aurait pardonné pour le gang, pour son respect? Lequel on aurait pardonné? Le rap m'a cassé le cerveau, frère. Frappé, cogné, humilié, des surveillants du quartier disciplinaire une nouvelle fois mis en cause. Le corps d'un jeune détenu est retrouvé pendu dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison de Fresnes. Wow. Un suicide pour l'administration pénitentiaire, une mort suspecte pour sa mère et son beau-père. Le lundi 27 mai 2019, après une intervention musclée sur un détenu, M. Fofana Amara, il se serait pendu au quartier disciplinaire. Et du coup, là, en fait, toutes les situations qui ont été exposées, là, les extraits, c'est de ça dont on va parler? Ça serait incroyable, putain, parce que c'est des grosses affaires, en vrai. Je suis parti au travail comme la journée normale. On a fini le travail vers 16h. En sortant des métros, j'ai un coup de fil des numéros masqués. Ils m'ont dit, on a mauvaise nouvelle pour vous annoncer. Votre frère Amara Fofana qui vient de décéder. Dans son âme. Moi, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce qu'il est en bonne santé. Il me parlait tout le temps de liberté conditionnelle. Je n'aimais pas même une seconde dans ma tête que lui, il peut se suicider en prison. Pour moi, c'est impossible. Le 27 mai 2019, le frère de Mahamadou décède au quartier disciplinaire de la prison de Réau. L'enquête préliminaire conclut à un décès de type asphyxique par pendaison et est classé sans suite. Théorie, ça l'a étouffé, on connaît la technique, c'est des condés, un bon genou sur le plexus, et ça a camouflé ça en suicide. C'est ma théorie. Dou n'a jamais cru à la version officielle du suicide de son frère, et il a porté plainte. 4 ans les plus matons, tard, t'as compris qu'ils il se étaient bat matons. toujours pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'angle mort des caméras. Toi, tu le connais déjà? Il avait une guitare, déjà? Ouais. Et il aimait la musique, hein? Il aimait bien. Moi, pour t'expliquer, si tu veux, moi, je suis arrivé dans cette prison en 2013. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ton frère. C'était vraiment quelqu'un qui était pas comme nous. Tu as vu, nous, même si moi, je suis sage, je suis devenu sage. Mais je suis quand même un boucan par rapport à ton frère, que lui, c'était un mec posé, il parlait calmement. Ouais. Tu vois, il était un peu, tu vois, le grand frère, tu vois. Ouais. Même parmi les détenus, il y en a beaucoup qui disent qu'il était bien, il respecte aux gens, tout ça. Ils sont venus nous dire qu'il s'était suicidé. Le gros, il me fait grave penser à quelqu'un. Il me fait grave penser à un acteur. J'arrive pas à le remettre, le nom. Je sais pas quoi, mais l'histoire, elle est pas claire. Il a voulu partir à son cours de guitare. La surveillante l'a empêché de partir parce qu'elle avait un problème de liste, elle était nouvelle. Elle n'avait pas la bonne liste. Lui, il a incité en disant, madame, c'est mon jour de guitare. Je vais à la guitare, justement, c'est mon échappatoire. Non, les gars, je suis pas raciste. Je suis pas raciste, donc non, il me fait pas penser à Issa Doumbia. Laissez-moi partir à la guitare, s'il vous plaît. C'était après cette intervention qu'on a entendu qu'il est mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était après cette intervention qu'on a entendu qu'il est mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'incrimine personne. Je dis juste que j'ai côtoyé pas mal de personnes en détention et il y a des personnes chez qui on arrive à détecter qui sont faibles ou qui peuvent en arriver plus ou moins à baisser les bras. Mais ton frère, c'était tout le contraire parce que je me souviens que moi, quand je parlais avec lui et que je lui parlais de mes problèmes, c'était lui qui me donnait de la force. J'espère qu'on aura la vérité, tu vois, parce que c'est incompréhensible. Ah, c'est les images.
Mais comment ça, frérot? Il allait faire son cours de guitare et là, il revient et après... Le QD, vous pouvez y aller très très vite. Un surveillant, il suffit qu'il a passé une mauvaise nuit, qu'un mot qu'il ait mal interprété ou mal compris, et ça m'est arrivé. J'ai eu un surveillant qui, se sentant menacé, on m'a emmené au QD. Comment tu peux te sentir menacé? Ils sont en prison, ils sont enfermés. C'est toi, t'as une armure, c'est toi, t'as un putain de casque, c'est toi, t'as une matraque, c'est toi, t'as des boucliers, c'est toi, t'as tout un service avec toi, c'est toi, t'as des talkie-walkie, tout ça, machin. Quand bien même il y a de l'énervement, il peut y avoir des débordements, des choses comme ça, frère. Comment tu te sens menacé? Tu sais c'est quoi ton métier? Tu sais les personnes qui sont là, pourquoi elles sont là, etc. Tu sais que tu dois gérer ça. Et tu te sens menacé et tu finis au quartier disciplinaire. Ah, je sens que ça va me saouler. Ça ressemble à ça. La force de frappe de la prison, c'est le QD. Tout est... Frère, t'as pas une fenêtre. T'es mais frérot. Regarde, t'as que des grilles. C'est sombre. De la prison, c'est lugubre. Il y a du moisi sur les portes. Pour te montrer que tu rentres dans un monde très sombre. La lumière est volontairement vraiment abaissée de façon à que tu rentres dans un trou. Voilà, on te fait comprendre que tu rentres dans un trou. Vous n'avez aucun contact avec le surveillant. La nourriture, on vous la glisse sous la porte comme si vous étiez un chien, frère. Un animal, quoi. Tiens, mange. En fait, je comprends pas l'objectif. Tu vois, parce que la prison, c'est l'objectif de la prison, sur le papier. C'est pas ça la réalité. Mais c'est des personnes qui ne sont pas adaptées à un système, de savoir les remettre dans le droit chemin. En vrai, c'est ça la logique de la prison. C'est t'as commis une erreur et on cherche à te réhabiliter pour réintégrer ce système. C'est ça le fonctionnement de la prison. Après, attention, hein, il y a de tout type de crimes. On prend bien en compte que dans une prison, tu vas retrouver le mec qui a vendu 2 barrettes comme le mec qui a tué quelqu'un. Tu vois, et bien sûr que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas avec la prison, c'est à quel moment on oublie qu'on a des humains. À quel moment on se dit qu'on adopte plein de mesures tout en oubliant son humanité. À quel moment tu penses que ça va permettre à une personne de se réinsérer plus tard de l'occultant du jour, en la privant de toute liberté, de quoi que ce soit. La personne est déjà enfermée. C'est déjà dur. Donc ça a des conséquences, ça a des réponses, cette dureté. Bien sûr, faut savoir cadrer ça. Il faut faire quoi pour se retrouver là? En fait, moi, j'ai peur des exactions, tu vois, qu'il y ait des traitements trop durs alors que les mecs méritent pas ça. Genre, ils sont turbulents ou ils ont été violents, il y a une bagarre, je sais pas. Et le mec, il le met au trou. T'es juste en train de le bousiller, frère. T'es en train de faire quelque chose encore pire que ce que la vie lui a déjà fait. S'il a dealé ou braqué des choses comme ça, comprends en fait qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça. Et là, tu crois qu'en faisant ça, là, tu vas l'aider à ce que demain, quand il aura fini sa peine de prison, ils disent, ben c'est bon, je vais pas recraquer. Ouais, je vais me battre. Ah non, gros. Ça fait bien longtemps que la France a oublié que la mission avait une mission de réinsertion. Nique sa mère la réinsertion. Ça, le truc au final. Le quartier disciplinaire, bien souvent, ça permet de gérer des détenus qui sont incontrôlables en cellule normale. Ensuite, il y a tout ce qui est agression de personnel, ou alors trafic de drogue ou tentative, enfin, des problèmes sur la cour de promenade, de bagarre avec co-détenus, etc. Le mitard, c'est la punition, c'est la prison à l'intérieur de la prison. C'est la prison comme on l'imagine quand on a peur, quand on est gamin. La plupart du temps, le placement en mitard, c'est en préventive. C'est-à-dire, il y a un conflit avec un surveillant, il déclenche l'alarme, tous ses collègues arrivent, t'es plaqué au sol, main dans le dos, t'es traîné au mitard, il arrive, il te plaque sur le lit, il te palpe, il te retire les chaussures, il te retire les lunettes, il te retire tout ce qu'ils veulent. Ils te mettent nu. Et genre pour vous fouiller quand vous arrivez au mitard. Et c'est pas vous rhabiller tout de suite. C'est à leur bon vouloir. S'ils veulent te laisser 1 heure tout nu, ils te laissent 1 heure tout nu. S'ils veulent te laisser 5 minutes, ils te laissent 5 minutes. C'est à leur bon vouloir. C'est ça le problème. T'es devant la personne, tu te baisses, tu fais voir tes fesses, touche ton talon, touche ton autre talon, tousse, accroupis-toi. C'est dégradant, quoi.
Ah, les normal. surveillants, ils sont tout puissants au mitard parce qu'ils ont aucun regard extérieur. Ils voient, les autres détenus ne voient pas ce qui se passe. Des fois, ils entendent gueuler et c'est tout. Ça se voit, elle est encore chez tout par le bail. En fait, quand bien même, tu sais, il y a les gens qui subissent ça, tu vois, directement, mais t'as les gens autour aussi. C'est que vraiment, tout ça n'aide en rien les personnes qui sont là-bas. C'est que, ok, t'as la personne qui va être au mitard et tout, mais t'as les gens qui voient cette violence-là aussi. Qui la vivent pas directement, mais qui la voient. Et ça aussi, ça a un impact sur ton cerveau. Il y a des endroits qui ne sont pas filmés. Il y a des angles morts. Et ça, c'est normal. Rentrer dans la cellule, il n'y a plus de caméra. Là, tout est possible. Tout est possible dans la cellule. Ouais, tu le vois que l'ancien, il a vu des bails. Hein. Je vois qu'il a vu ses collègues, ils ont fait des trucs pas ouf. La dernière fois que j'ai eu mon frère au téléphone, c'était un dimanche soir. Il m'a dit bientôt, mon frère, je vais sortir, on va se voir tout le temps. Je ne savais pas que c'est la dernière conversation entre moi et lui. Ah, horrible. Il me manque, il est mort jeune. Quand je pense à lui, franchement, ça me fait quelque chose à la tête. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Cécile. Vous allez bien? Ça va. Entrez. Merci. C'est une asso qui... Vous travaillez pour les droits des détenus. C'est ça qui m'a poussé de venir vous voir. En fait, pour la situation de mon frère, la mort de mon frère. Il y a une enquête sur les causes de la mort qui a conclu que c'était un suicide, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Je sais qu'il n'était pas suicidaire. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à sa mort? Ce que nous disaient les courriers qu'on a reçus, en fait, on a reçu des courriers de plusieurs co-détenus qui pointaient le fait qu'ils trouvaient que le décès d'Amara était louche et que c'était important potentiellement que l'OIP se penche sur les circonstances du décès. De ce qu'on a vu de l'enquête qui a été menée par le procureur, c'est qu'ils avaient un peu bâclé l'enquête et notamment tous les co-détenus qui étaient présents au moment de l'altercation n'ont pas été entendus par les enquêteurs. Donc dans ces cas-là, nous, effectivement, on va creuser, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et on saisit l'administration pénitentiaire, on saisit le procureur et on a obtenu des premières réponses de l'administration pénitentiaire mais qui laissaient des zones de flou. Vous avez eu davantage d'informations de la part du procureur? Est-ce qu'il vous tenait au courant de la procédure et de l'avancée de l'enquête? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est un constat qu'on fait. Les frères, moi vous savez, j'ai mes expériences, j'ai mon passé, j'ai beaucoup trop de frères, vraiment trop. J'en ai perdu beaucoup trop dans les guerres de gang. C'est le mec qui se prend pour Sosomanes. Non mais plus sérieusement, je suis sûr à chaque fois, l'État met des délais de zinzin, fait tout pour invisibiliser quoi que ce soit. Moi j'ai un truc sur un proche qui est décédé malheureusement, qui est lié à un truc public, tu vois, où il y aurait une défaillance. Et quand je vous dis que c'est une lutte tous les jours, sur des années, et que les mecs font tout, mais vraiment tout, pour pas aller dans ton sens et pour pas aller dans ce qui est juste, c'est-à-dire qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas, qui présentait un problème. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est qu'au bout d'un moment, on a eu, pas gain de cause, mais on a eu la possibilité à ce qu'un expert puisse venir constater, tu vois, s'il y avait un problème ou pas. Ce mec-là, engagé par l'État, a dit que tout allait bien, que tout était nickel. Sauf que nous, avant, il y a eu du temps, il y a eu du délai. Mais nous, on a fait venir 3 personnes, constatées par huissier, tu vois, pour qu'en plus, ça soit valide. On a assuré notre terrain, tu vois. 3 experts différents ont constaté qu'il y avait un problème, qu'il y avait un souci technique. Et là, bizarrement, tu sais, quand ça envoie un truc de l'État, parce qu'on insiste trop, on relance H24, t'envoies courrier sur courrier, etc., tu leur casses les couilles. Là, comme par hasard, la suite, il dit que tout va bien, alors qu'il y a 3 boucs différents. Ok, il y en a un, on le connaît techniquement, parce qu'on avait déjà fait appel à lui pour des trucs rien à voir, mais c'est pas ton pote, tu vois. 3 mecs différents qui ont cette qualité-là pour pouvoir faire des expertises, te disent qu'il y a un souci, tu vois. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai vécu cette scène-là, je me suis dit, ah ouais, que ça mère l'État, frère. Ils feront toujours que pour eux, tu vois. Ils sont pas là pour le peuple, ils sont pas là pour le truc qui est juste, ils en ont rien à péter. Même face à la mort de gens, tu vois, c'est un accident. C'est même pas comme s'il y avait eu un crime ou quoi que ce soit. C'est un accident, un incident qui est survenu, voilà, dans un lieu public. Même dans ce genre de situation, ils s'en battent les couilles. Là, on est dans un délire, hein, les frérots. Et là, dans ce genre de truc, milieu pénitentiaire, tout ça, tu sais, ils vont servir du truc de, bah, s'ils sont là, tu sais, t'as des connards, ils vont dire ça, hein. Ben, en même temps, s'ils sont pas contents, fallait pas y aller en prison, mais baisse ta mère, fils de pute. Et c'est facile, toi, en fait, qu'il y a pas de soucis, qu'il y a pas de machin, etc., de pas comprendre qu'est-ce qui peut pousser un homme à commettre certaines choses. C'est facile, toi, dans ta position d'émettre un jugement de valeur. Connard, va. Souvent, nous, à l'OIP, c'est que quand il y a des personnes qui décèdent en détention,
Les familles sont laissées à l'abandon, finalement. Et puisqu'il n'y a pas de transparence, puisqu'on ne vous donne pas d'informations, forcément, vous vous posez des questions. Ça veut dire qu'on me cache des choses. Celui qui a inventé le mitard, il n'a pas été l'essayer. Il ne peut pas comprendre cette haine qui naît en nous et cette colère et ce sentiment de ne valoir rien du tout, de n'exister aux yeux de personne. On vous condamne à un moment de solitude, d'abandon, de déshonneur complet. On a cette impression-là que personne ne veut nous regarder, personne ne veut nous entendre. Comme si que va mourir dans ton coin, va souffrir dans ton coin. T'appelles, ils répondent pas, ils se foutent de ta gueule. Alors soit ils laissent sonner l'interphone, soit ils te mettent la musique classique sur l'interphone. Ils s'amusent. Et il y a des salopards à l'interphone, quand j'appelais, ils faisaient « Bonjour, vous êtes bien sur la ligne Thalys, en direction de Paris-Bruxelles. Passez votre commande de frites, on vous les amène tout à l'heure. » Du foutage de gueule, quoi. Et en fait... Ils sont même pas drôles. La solution pour faire ouvrir, pour rencontrer quelqu'un, ben, c'est ça. Tu leur dis « Non, mais attends, moi, ok, alors, t'es occupé, d'accord, tu viens de me dire t'es occupé, je te laisse une demi-heure. Dans une demi-heure, je te promets, tu vas ouvrir. Je suis sûr, tu sois d'accord ou pas, tu ouvriras. » Et ben là, tu bouges la toilette, tu déclenches. Puis au bout d'un moment, il y a sa dos dans la coursive, il le voit. Et là, tu les entends. Oh putain, ça y est, elle fait chier. Hein. Et tu les entends s'équiper, machin. Et tu leur as dit, dans une demi-heure, vous ouvrirez. T'as plus que ça en tête parce que... Non. Parce que sinon, tu deviens barjot, quoi. Ah, frère. Non, frère. Frère, ça l'a enculé, Théma. Ah. C'est un truc qui détruit la tôle. Et l'isolement encore plus. Il y en a qui sont devenus fous. Il y en a qui sont devenus fous au mitard. Il y en a beaucoup qui ont craqué. Tu peux faire une connerie. Si t'es vraiment femme dans ce moment-là, quand t'arrives comme ça, en plus, tu sais que t'as de la prison à faire, tu viens d'arriver, t'es tout amoché comme ça, tu te retrouves au mitard. Ouais, ça peut te passer... Tu peux faire une connerie. Ouais. Faut vraiment être solide dans ta tête. Faut vraiment être solide. Jeune de ouf. Je me trouvais dans l'atelier, hein, et j'entends mon fils qui avait à l'époque 12 ans, qui crie, mais j'avais jamais entendu de ce cri-là de sa bouche, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vois, je comprends, hein, frérot, je comprends. Ça, c'est trop dur de regarder, je vais aller faire autre chose, on stream tout le monde. C'est pas cool, c'est pas un bon moment, c'est dur, on est d'accord. Après, tranquille, hein, frérot, tu fais ce que tu veux et tout, machin. Personne prend du plaisir, là. Personne prend du plaisir à voir ça. C'est dur. C'est comme voir des crimes à l'humanité qui se passent en endroit. C'est voir ce qui se passe au Congo, c'est voir ce qui se passe en Palestine. Personne n'a envie de voir ça. C'est personne a envie d'ouvrir son téléphone. Des fois, j'ouvre mon téléphone, je vois, il y a des gamins décapités, des choses comme ça. Personne n'a envie d'être confronté à ces images-là. Mais c'est important. C'est important que ces images-là, on puisse les voir, qu'on ait conscience de ce qui se passe et qu'on puisse agir et faire quelque chose. Et en fait, le truc qui est malheureux dans cette histoire, c'est que t'as des gens, malgré le fait de voir des images aussi choquantes, ils vont rien dire. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est que t'as des gens, ils nous cassent les couilles. T'as des racistes de merde. Désolé, je dérive de sujet, mais des racistes, des fachos de merde, ils sont là, ils tiennent des propos. Comment tu peux parler, gros? Comment tu peux dire des trucs comme ça? Tu vois pas ce que je vois? À un moment donné, tu peux pas juste laisser parler ton cœur et te dire,
dire, faut arrêter, faut stopper ce qui est en train de se passer parce que tu peux juste ne pas vivre dans un monde là où il y a des gens, ils tuent des enfants comme ça. Et toi, t'es là, t'ouvres ta grande gueule. Tu vois, c'est là où, tu sais, je me dis, il y en a, ils sont fous. En fait, ne pas regarder ça, tu vois, ne pas faire le travail que Arte font ou je sais pas, les personnes qui sont derrière ce documentaire, tu vois, c'est participer à un système, tu vois, un système qui est pas bon, un système qui est cassé, qui consiste à invisibiliser ces personnes-là, invisibiliser leurs paroles, invisibiliser ces situations d'injustice. Là, ils ont un temps de parole. Je trouve que c'est bien, tu vois, de prendre le temps de les écouter et de le prendre en considération. Sacha, il est mort. Qu'est-ce qu'il me raconte? Papa, vous n'allez pas vous suicider? Puis c'est maman qui descend, je la vois en pleurs et qui me dit, Sacha est mort. J'ai eu 3 jours de battement où j'ai dû choisir entre la vie et la mort. Et quand j'ai fait le choix de vivre, j'ai décidé de le faire pleinement et de continuer à vivre aussi pour lui. Le combat que je le mène pour lui avec mon mari. Maman, ne quitte pas le regard de ton enfant et si la juge l'a appris, en assumera le châtiment, la rue. T'es un rappeur? C'était un jeune plein de projets, une âme d'artiste. Il dessinait, il chantait, il dansait, il nous faisait rire tout le temps. Très aimant, très doux. Il voulait être vivant, complètement. Non mais alors là, je suis curieux de ce qu'il a fait, frère, genre... Qu'est-ce qu'il a amené? Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a amené à ce qu'on le mette... Bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Voilà, Sacha est décédé, il venait d'avoir 18 ans. Il a été incarcéré pour avoir volé 2000 € dans la grande surface dans laquelle il travaillait. Ça lui a pris juste après Noël. Il a volé le contenu de sa caisse et il est parti, croyant vivre la grande vie avec les 2000 € qu'il avait volés. Il s'est fait attraper 1 mois après. On lui a mis 6 mois à Saint-Brieuc. Il était jeune et beau. Mais attends, mais quoi? C'est quand même beaucoup. Mais quoi? Mais quoi? Mais parce que le mec, il a pris 2000 balles, un mec qui a l'argent, on le fout 6 mois en tôle. Une erreur de gamin. Il a vu de l'argent dans une caisse. Qui a fait en tant que caissier? Qui a fait ces petits boulots là? Où on te prend pour un chien là. Et tu vois l'argent passer. Tout le monde a cette pensée. Lui, il a fait l'erreur et on lui met 6 mois. Et ça amène à quoi, frère? Ouais, frérot. Je voyais tout l'argent passer devant moi. Il y a un moment donné où je me suis dit, putain, j'aimerais que l'argent il rentre dans ma poche là. Pas dans la poche du mec qui a décidé de me faire ce boulot de chien pour m'envoyer juste 1002 par mois. J'étais dans cette mentale là. Et regarde où ça conduit. C'est pas directement la prison, mais après ses conséquences et tout. Il s'est fait embêter en prison, donc il s'est battu quelques fois. Il a pris une peine de mitard de 5 jours qu'il a mal supporté. Après, il a eu d'autres petites bagarres qui lui ont fait avoir du sursis. Et un jour, le jour de trop, il a pris 21 jours d'un coup. Donc il a su qu'ils allaient tomber à la fin du mois et il supportait pas l'idée d'y retourner. Une fois au mitard, il s'est pendu avec une paire de lacets, ce qui est normalement totalement impossible parce qu'on n'est pas censé avoir de lacets. Il s'est dépendu lui-même, il a avoué son geste, il a demandé un fractionnement de sa peine. Ils l'ont maintenu dans sa cellule, ils lui ont donné 1 heure tout seul dans la cour et ils l'ont remis dans la cellule où ils sont allés le dépendre 1 heure après parce qu'il s'était suicidé. Voilà, toujours avec une paire de lacets. Nombre de trucs que j'ai pas scanné, surtout quand c'est ma daronne qui passait à ma caisse. À moi, je peux vous dire que j'ai mis yimp des gens de fou. Moi, il y a des trucs, je faisais exprès de pas les scanner. Il y avait des fois, il y avait des regards des gens, tu sais, ils volaient des trucs. Ils me regardaient, genre, ils étaient pas secrets du tout. Et j'étais là, je faisais un grand sourire, genre, je sais ce que t'es en train de faire, je m'en bats les couilles. T'as raison, gros. T'as raison. Vas-y, j'ai pas vu. C'est bon. Tant que eux, ils ont pas vu, moi, je vois pas. Regarde ce qu'ils lui ont fait au petit, frère. Ça, c'est censé les aider. Oh, c'est une connerie, tu vois, c'est une connerie. Ah, il a volé 2000 balles. Voilà, il a fait une connerie. Lui mettre 6 mois, bagarre. Ça. C'est des conneries. Et ils sont là, ils lui mettent une pression, ils le traumatisent, ils lui niquent son cerveau au point qu'il a des pensées suicidaires. Frère. Et eux, ils pensent faire leur boulot. Oh, perdu. Ah, ça compte les jours et tout. Oh. La question que je me pose, c'est comment se fait-il que le parquet, avec tous les éléments qu'il y a dans l'enquête, ait pu, je veux dire, classer cette affaire sans suite, quoi. 99% de ces affaires-là sont toujours classées sans suite.
Comme si c'était normal, ce n'est qu'un détenu. Alors qu'il y a des éléments dans l'enquête qui montrent bien qu'il y a eu un manquement. Pour moi, c'est là, quoi. C'est indéniable, quoi. On a décidé de se constituer partie civile pour faire reconnaître la responsabilité de gens qui auraient dû porter secours à notre enfant et la responsabilité de l'État. On nous a demandé de verser une caution pour pouvoir se constituer partie civile. On l'a fait et depuis, on est sans nouvelles du tribunal. T'imagines, frère. Vu que ça a été classé sans suite, ils sont obligés de devoir ralasse, tu vois. Ils sont obligés de ralasse pour faire appel et tout ça, relancer le truc de justice parce qu'ils font pas bien leur taf. Et en fait, genre, pourquoi c'est classé sans suite? Parce qu'en fait, ils ont enlevé toute humanité dans ces personnes-là. Pour un petit qui a volé 2000 balles. Ils lui ont enlevé tout ça. Parce qu'il y a plein de gens dans leur tête, prison, t'es plus un humain, en fait. Je sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est plus humain. Tu connais bien Amara? Ouais, je l'ai très bien connu. Voilà. On était peut-être 600 là-bas, tu vois. Et genre, s'il y en avait un qui sortait du lot par sa gentillesse, c'est lui, genre, vraiment, c'était incroyable. Il adorait la musique, il adorait la guitare. Et on a passé des heures ensemble, tu vois, quand je lui apprenais la guitare et tout. C'était... Moi, il m'a fait énormément de bien, moi, ce mec. Hein. Vraiment. Ouais, c'est derrière avec la guitare. C'est ça. Tous les lundis, il avait cours, tu sais. Là, il sort pour aller à la musique. Et moi, c'est là que mon pote, il était. Il était juste là dans l'angle. Lui, il m'a tout raconté. Là, elle lui dit qu'il n'est pas sur la liste. Il lui a dit son nom, elle a dit non, t'es pas sur la liste, tu vas nulle part. Et elle n'a pas voulu le laisser sortir. Elle n'a pas voulu. Et ce qu'il a fait, lui, il est un peu passé entre son bras, hop, et il est sorti comme ça. Tu le vois là qu'il est super calme. Ouais. Oh, il fait ça. Ah, putain. Et de là, elle a appuyé sur l'alarme. Elle a dit ouais, il est passé de force. Et de là, ils sont tous sortis. Et là, ils sont direct allés l'attraper. Ça vient en courant et tout. Il est en train de s'évader ou il va à son cours de musique, en fait? Ils se sont mis dans un endroit où il y a les caméras, ils voient pas. En fait, dans tous les étages, c'est la même chose. Cet endroit-là, il n'y a pas de caméra. Et ça, comment c'est possible? Comment c'est possible que dans un milieu carcéral, tu vois, même pas pour ce genre de situation, hein, juste parce que tu sais que t'es dans un milieu carcéral, comment c'est possible qu'il y ait des angles morts? Comment c'est possible que tu ne mets pas un système en place pour qu'il y ait des caméras à tous les endroits? Parce que ça les arrange pas, frère. Ils l'ont tiré là-bas, et ils étaient tous sur lui. Tous sur lui. Mais frère! Tu vois que son genou, ce qu'il fait? Tout à fait. Putain, la théorie, elle se confirme. Il lui appuie dessus. L'autre, il lui tient les bras, et l'autre, il lui appuie sur la tête. Faut le mettre à terre et tout, frère. Ça pareil. Il était pas nerveux, hein. Il était pas nerveux de base. C'est juste, tu viens à 5 gars, tu le fous à terre, tu lui mets ton gros genou dans la gueule. Ben, normal qu'il ait pas envie de mourir, normal qu'il ait envie de survivre, frère. C'est ça, la salle de fouille. C'est ça. Oh, ils sont combien? Presque une dizaine. Ils sont plus que 10 même là. Voilà. Non mais je vais péter un plomb. C'est Pablo Escobar ou un mec qui fait de la guitare là? Regarde comme il le porte. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. Et frère? Il porte les pieds. Regarde. Oh. Depuis là, il a perdu la force. Là, il en pouvait plus, là. Il était épuisé, tu le vois. Ah là. C'est ça l'entrée du mitard. Donc tu vas au mitard parce que t'as désobéi. Direct. Je sais pas, au lieu de lui... Je sais pas, frère, il a voulu faire ça pour aller à un cours de guitare. Je sais pas, un truc con, hein, mais lui priver de sa guitare, tu vois, lui enlever cette source de liberté, mais tu vois, quand tu veux pas jouer avec les règles, eh ben tu te niques toi-même, tu vois, tu le faisais pour ça, et au final, tu ne l'as plus. Voilà, logique simple. Non. Ah, c'est parce qu'ils sont remplis de haine, frère, parce que peut-être eux aussi, tu vois, parce que déjà, je pense qu'il y a des mecs ils viennent avec de mauvaises intentions dans ce genre d'endroit. Je pense que le milieu dans lequel ils évoluent, ça les bousille également, donc ils sont pleins de violence, pleins de bagarres. Ils ont juste envie de s'envoyer, frère, les matons. Tout. Au lieu de comprendre pourquoi. C'est ça, gros. C'est le seul truc qui lui restait, tu vois, la musique. Qui peut pas comprendre ça?
Il y a eu des ça va de surveillants pendant que j'étais au mitard. Il y en a un à Bapaume, il était costaud, le salopard. Il me prend à la gorge comme ça, il me soulève contre le mur. En fait, quand je me suis réveillée, j'étais déjà démenottée et au bord du lit. Et ils étaient en train de me regarder derrière la grille, savoir si j'allais me réveiller ou pas. Pour entrer dans la promenade, il y a un genre de petit sas, où il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. J'arrive dans ce fameux sas, là, c'est là où je vois le fameux surveillant avec les gants en plastique, coquelés, là, et il me dit fouille. Je lève les mains pour me laisser fouiller. De là, il commence à me fouiller. Tout de suite, il me ceinture par le bras avec la taille, et là, il m'envoie 2-3 pêches. Des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. De là, on tombe par terre. Quand on tombe par terre, les autres surveillants, ils arrivent, je prends 2-3 coups dans les côtes, 2-3 coups dans la tête. Je me mets en boule pour me protéger. De là, ils arrivent, ils me mettent les menottes. Ben, je me suis ramassé tous les escaliers, tellement qu'ils lèvent les bras et ils font exprès, avec ta tête, tu te tapes les escaliers. Et boum, 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 boum. Je monte jusqu'au 4e étage avec la tête en sang, coquère, le mal au nez. Et de là, ils m'ont jeté dans le mitard et ils m'ont laissé là-bas tout esquinté. J'arrivais même pas à avaler ma propre salive. J'avais mal à la gorge, j'étais enflé, j'avais une boule dans la tête, mal aux côtes. T'es là, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. Mais tu te demandes s'il va y avoir un deuxième round, s'ils vont venir à plusieurs pour te finir, quoi. C'est une dinguerie, frère. Quoi, un passage à tabac comme ça, quoi? Le comportement des personnes au quartier disciplinaire peut vraiment donner lieu à toute forme d'abus de part et d'autre. Vous avez des personnes qui ont l'art et la manière de jeter aux membres du personnel leurs excréments, de l'urine, avoir des comportements particulièrement ignobles et odieux et générer en retour effectivement des comportements difficiles parce que les surveillants ils sont pas là pour se faire... Est-ce que tu penses que tu positionnes le débat au bon niveau? C'est facile de mettre toujours coupable ceux qui vont être facilement accusables. Ils ont voulu jouer avec leur caca et leur pipi comme ça là. Pour rien. Ou est-ce que c'est une réponse une fois de plus? Mais bon. Là, il est en train de nous expliquer c'est à cause des détenus que les matons sont violents. C'est pas de leur faute. Mais pas du tout un problème systémique. En fait, c'est que quand bien même, les matons, c'est une réponse à différentes interactions, violentes qu'ils peuvent recevoir. Toi, t'es là pour encadrer, t'es là pour aider, t'es là pour accompagner au mieux. Et toi, ce que tu te dis, c'est je vais répondre avec la violence. Tu te dis même pas ça, en fait. Tu réfléchis juste en tant qu'humain. C'est juste ton ego, c'est juste une situation personnelle. T'as pas kiffé, tu joues de ton pouvoir. Tu sais que toi, tu vas pouvoir l'allumer parce que t'as 10 000 gars avec toi, lui, il est solo. Tu sais que t'as un système aussi qui va toujours te soutenir. Et donc, du coup, tu profites de ça. On te donne trop de pouvoir. Et ceci, il est là. C'est qu'on te donne du pouvoir à des personnes qui ne devraient pas l'avoir. Et ça les fait péter un plomb. À quel moment, genre, ils doivent être violents pour accompagner ces personnes-là? La solution, elle est pas là. Pour ça, le job de maton, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour Rick Ross. L'électricité, oui. Arroser à la lance-incendie, oui. Tout est possible. Bien sûr que j'ai déjà eu à traiter des violences de surveillance sur des détenus. C'est déjà arrivé à de multiples reprises. On a des agents qui sont équipés, casques et puis boucliers, gants, enfin toute la protection, tenue par coup, le gilet par coup. Donc avec les boucliers, ils bloquent le détenu et on lui menotte les mains dans le dos et on l'accompagne au quartier disciplinaire. Bon, je ne cache pas que... Bien souvent, comme ils sont très, très vindicatifs, il y a des coups qui partent. Ou je dirais c'est la coercition qu'il faut utiliser pour obliger le gars à l'accompagner au quartier disciplinaire. Normalement, c'est un force strictement nécessaire. Moi, je sais que lorsque j'étais responsable du quartier disciplinaire à Nancy, je montais tout de suite au quartier disciplinaire, justement pour éviter tout excès de violence vis-à-vis du détenu. C'est vrai que des fois, c'est 10 surveillants sur le détenu. On sait plus où est le détenu, d'ailleurs. Putain, Patrice Lapouki, merci mon frère. J'ai pris un coup de poing dans... Merci pour le C-word. Notre roman était tellement... qu'il y avait des coups de poing qui partaient. D'ailleurs, qui n'étaient pas nécessaires, puisque le détenu était au sol. Et c'est moi qui ai pris le coup de poing, donc moi, j'ai été ouvert là. Et il était destiné au détenu, ce coup de poing, mais il n'y a pas besoin de lui mettre un coup de poing, il était maîtrisé.
Du moment qu'il est maîtrisé, il faut arrêter. Je pense que c'est justement quand il est à terre que ça se jette dessus. En fait, j'allais faire la comparaison aussi avec un enfant, tu vois. Mais j'ai pas envie d'infantiliser aussi les personnes qui sont en prison. Tu vois, c'est des adultes, etc. responsables. C'est pas du tout le même cas de figure, mais c'est tout aussi débile, tu vois. C'est comme un daron, ce trou du cul, je sais pas, il va allumer son gamin parce qu'il a fait une connerie. Ah non, gros. Ton boulot, c'est de l'éduquer. Tu crois que une droite dans le foie, ça va l'éduquer, gros? Non, ça va juste lui créer des problèmes et de la peur. J'ai appris le décès de mon frère par un coup de téléphone du directeur de prison. Ils me disent qu'il y a eu l'intercation avec les surveillants, que mon frère était agité, qu'il est décédé suite à l'intercation, mais pas plus. 5 ans après la mort suspecte d'un détenu, des surveillants de prison au tribunal aujourd'hui et demain à La Rochelle. 7 gardiens employés à Saint-Martin-de-Ré comparaissent pour homicide involontaire, violence et non-assistance à personne en danger. Ah, c'est chaud, hein? Imagine le niveau de violence jusqu'à tuer quelqu'un. Je leur pardonnerai jamais. Ah non, ça va, c'est pas bon après. Et ça se paye. Ça se paye. Tu es un être humain comme un chien, et puis cela couler douce, hein, tranquille. Je pardonne pas. Et t'as raison. Horrible de perdre son enfant comme ça, frère. Quelques semaines, Sambali délirait, il n'était pas bien. En sortant de sa cellule, au moment de passer le portite, Sambali ne voulait pas. Il disait qu'il était hanté, la portite était hantée. Au lieu de le raisonner, de faire comprendre qu'il n'y avait pas de danger, non. Sambali, il a été poussé, il est tombé. Et les 7 gardiens se sont mis sur lui. Comme il n'arrivait pas à respirer, il a mordu un gardien pour qu'il le lâche un peu. Et c'est ça qui est parti en tabasse, bâillonné, mélotté. Et il y a le bâillon qui était sur le nez. Donc, il ne trouvait plus l'air. Ils l'ont amené dans une cellule, la tête sous un lit, toujours bâillonné, mélotté, son pantalon baissé avec l'excrément partout. Il y a un des gardiens qui disait même à ses collègues qu'il est tellement lourd qu'il fait le poids des morts. Il était déjà mort. Il était déjà mort quand il est arrivé au quartier disciplinaire. Il était déjà mort. Personne n'a pris le temps même de respecter son état, de le respecter en tant qu'humain. Wow, frère. On a quand même eu la chance d'avoir le procès, de l'assister, d'aller jusqu'au bout. Mais la décision finale de la justice a été une déception. Les gradés ont été relaxés. 4 surveillants ont été condamnés à des peines d'1 an à 2 ans de prison avec sursis. 2 d'entre eux exercent toujours à la prison de Saint-Martin-de-Ré. On a fait un combat qui a abouti, enfin, pas à grand-chose. Là, on sait cette histoire, mais des histoires comme ça, il y en a plein. On ne peut pas faire de deuil en disant que les gens qui ont tué notre frère continuent à exercer tranquille leur métier.
quand ils ont mis dans le mitard qu'il y en a qui sont rentrés avec lui, ça a duré longtemps. Il est 14h45, on a commencé à combien? 41, 42, ça fait déjà 3-4 minutes. Et ils sont encore dedans les autres. Ils sont encore dedans. Après quand ils vont sortir à la fin, il y en a un qui va faire comme ça. Ah ouais? Ouais. T'as vu ce qu'il a fait? Attends, quoi? T'as vu? Parce que là, on sait, ils sortent, ils ont fait ce qu'ils ont... Ah ouais, comme si il était en train de montrer ce qu'il avait fait. Et ils sont contents. Ils s'attrapent l'épaule. Waouh. Ça se check, ça s'attrape l'épaule parce qu'ils viennent de détruire un gars à 5. Les gars, vous êtes juste des meurtriers, c'est tout. Regarde l'heure là. Attends, quoi? Comment on est passé à 15h? Là, il est 14h48. Oui. Du coup, ça passe à 15h12. Ouais. Il manque 24 minutes. Ils ont pas dosé sur le cut là. Il explique comment? Il donne pas d'explication. La vidéo, elle reprend à la seconde où il regarde son œil. Voilà. Hein? Ça. Là, ils font rire. Et là, ils constatent le décès. Et après, c'est là qu'ils l'ont découvert. J'arrive pas à comprendre comment ils peuvent ne pas s'expliquer sur ça. Tu vois? Comment c'est possible? Genre, quand tu as 20 minutes de vidéos qui disparaissent, qu'il y a un mec retrouvé mort. C'est là que je m'inquiète aussi. C'est là qui m'a choqué. Bah, c'est incroyable. C'est incroyable. Attends, quoi? Au cours de l'enquête préliminaire, la direction de la prison a justifié cette coupe en déclarant: un officier pénitentiaire a procédé au triage des séquences vidéo intéressant la procédure en cours. Si cette séquence manque, c'est que l'officier n'a rien constaté d'anormal. Ouais, et... Les enquêteurs n'ont pas insisté pour récupérer ces images, que Comme par hasard. l'administration pénitentiaire était pourtant tenue de remettre à la justice. En fait, ouais, et c'est ton avis à toi, connard. Tu dis qu'il s'est rien passé. Ouais, peut-être le couloir il est vide pendant 20 minutes, il se passe rien. Peut-être, j'ai envie de voir. J'ai le droit, non? Faut aller se faire enculer. En fait, tu veux faire quoi là? Tu veux faire quoi dans ce truc où ils disent non, on n'a pas envie de montrer? Bon, ben c'est non, tu peux rien dire. T'as beau parler, t'as beau dire que machin. Bah non, on a dit c'est non. Tu veux faire quoi, gros? Cet escalier monumental. Avec les tapis rouges là. Au nom du peuple français. Voilà. Ne pas oublier que c'est là que se fait la loi. La loi, hein. Bienvenue au Sénat. Asseyez-vous. Content de vous recevoir. Ça... Merci d'avoir pris le temps. On va essayer d'avancer dans le dossier qui vous préoccupe et de voir comment on peut, en tant que parlementaire, essayer d'intervenir ou de vous permettre, en tout cas, d'obtenir ce que vous recherchez. En fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. En fait, je suis venu vous voir, mais je ne suis pas contre l'État. En fait, c'est juste venir vous voir. La réalité des décès de mon frère, je voulais juste savoir l'éclair dans cette affaire. Bien sûr, bien sûr. C'est légitime, hein, c'est normal. J'ai même déposé, en fait, j'ai des documents en copie pour les juges, mais il n'y a pas de réponse jusqu'à présent. D'accord, ça c'est la plainte qui a été déposée, c'est ça? Oui, c'est la copie que monsieur a. D'accord, ok. Ça a été qualifié de suicide. Il y a pourtant plein de zones d'ombre, en fait, dans ce dossier-là, qui... nous laisse penser qu'une enquête devrait vraiment être diligentée, parce que c'est vrai qu'il y a une zone d'ombre qui est très importante. On a 24 minutes qui nous manquent, grosso modo, au moment où il rentre en cellule, et puis on ne sait pas ce qui se passe, on voit des surveillants rentrer, et après, il y a un blanc, en fait. Il y a un blanc là-dedans, ce qui est totalement incompréhensible, en fait. Le parquet a classé l'affaire. On a saisi le doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, et c'était il y a maintenant 18 mois. Et ça n'avance pas, malgré des relances et des demandes, etc. Alors, pratiquement 2 ans. Il n'y a pas de magistrat qui a encore été désigné. Et c'est vrai que ce silence, finalement, vient taire encore plus cette mort inexpliquée alors d'un homme qui allait bientôt bénéficier d'un aménagement de peine, qui n'était pas suicidaire. Et voilà, cette tendance parfois à mettre sous le tapis des affaires comme ça, on le voit beaucoup en détention. Derrière les murs se passent des choses et la justice n'avance pas bien. Et le fait de ne pas savoir, c'est aussi lié au fait que c'était dans un quartier disciplinaire. Voilà. C'est ça, qui sont des quartiers avec particuliers quand même. C'est la prison dans la prison. C'est ça, oui, c'est une prison dans la prison.
prison, c'est déjà assez, un peu visible par les citoyens. Et alors, la prison dans la prison, c'est encore moins visible, quoi. C'est un de nos rôles, en fait, de permettre, des fois, de faire avancer les choses plus rapidement et vers plus de transparence et vers plus de justice. Je pense qu'il y a moyen, en fait, de vous permettre et de vous aider, en fait, ne serait-ce que déjà en allant voir ce qui peut être sur les lieux, puisque, en tant que parlementaire, j'ai le droit d'aller sur les lieux de détention, quels qu'ils soient, pour en fait, voir comment les choses se passent. Alors, je suis pas... J'ai pas mais comment on fait pour avoir le rush? Je suis pas capable et j'ai pas les moyens de mener une enquête. Par contre, c'est vrai que l'intérêt, c'est de voir globalement comment les choses sont organisées. C'est déjà super. Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, monsieur Merci. On est là pour ça. Merci. Rien changé, frère. Oui, bonjour. Je suis Guy Bénard, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône et je fais une visite du quartier du centre pénitentiaire, accompagné d'une équipe de journalistes, puisque c'est ce qui est permis. Donc je voudrais rentrer, s'il vous plaît. Voilà. On va se renseigner. Non, elle n'est pas au courant, bien sûr, oui, c'est normal. C'est normal que tu sois pas au courant, tu fermes ta gueule, tu m'ouvres la porte, ok? Et on est obligé d'attendre là, alors. Ah oui, par contre. Tant qu'elle ne nous confirme pas votre entrée, même si c'est possible, on attend. Oui. Bon, on va attendre, j'espère pas trop longtemps, parce que c'est obligé. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement que de laisser rentrer. Je l'aime bien l'ancien, il met la pression comme il faut. Non. Force est à la loi, vous avez le droit de rentrer. Enchanté, donc Guy Bénaroche, sénateur. Chef d'établissement, Nathalie Faustin, tenez, je vous rends votre jolie carte. Ah, mais merci Bonjour, beaucoup. Bonjour, la collaboratrice. Alors, on y va? On y va. Bonjour, monsieur. Ah, ça me fout la haine. Oh, le vieux, travaille-les au corps, là. Les sénateurs, c'est pas des vieux riches racistes, normalement. J'avoue, je sais pas, moi. Vous êtes très intéressé par le QD? Je vous avoue, c'est là où je manque d'informations. Sénateur, pour moi, c'est dans Star Wars, tu vois. Palpatine, c'est un sénateur, non? Je sais pas trop, là. Je suis un peu perdu. Même dans Star Wars, je sais pas. C'est-à-dire que c'est le quartier disciplinaire, c'est un vrai sujet aussi. Ah oui, au niveau de prévention suicidaire, tout, Voilà, je comprends. La majorité, ok, mais pas tous. Ok. Ah oui, c'est un chancelier, Palpatine. C'est un empereur. Bon, voilà, personne ne sait. Vous avez combien de caméras ici qui fonctionnent, vous savez? Plus d'une centaine ici. Ah, plus d'une centaine, ça c'est sûr. Vous allez à tous les étages, Il y en à a tous pas les mal. secteurs, sur les activités, les salles communes. Voilà, donc c'est une couverture énorme. Ah ouais. Voilà. Alors là, on rentre dans le quartier disciplinaire. Donc la fouille intégrale, c'est ici en fait. Donc ça, ils passent tous ici obligatoirement. D'accord. De toute façon, la fouille intégrale est obligatoire. C'est obligatoire, bien sûr. obligatoire. Ne serait-ce que pour notre Ah, il y a une douche. parce que c'est pas ce qu'il peut y avoir, et pour sa sécurité à lui. Voilà, donc là, on est dans la cellule, le quartier disciplinaire. Voilà, exactement. Donc vous avez vu, tout est scellé au sol, d'accord? Il y a une surveillance plus importante en quartier Oui, disciplinaire, toutes les heures. plus importante en personnel, donc vous venez toutes les heures, Tout à fait. même pendant la nuit, donc je suppose. Tout à fait. Tout à fait. Et Mais puis, il y a- je vous rappelle que toutes les cellules sont dotées Voilà, d'interphonie. Une interphonie, ouais. Oui, ça, c'est Voilà. pareil, on l'a vu. Mais il n'y a Voilà. pas de caméra dans les cellules. Dans les cellules, il n'y a pas de caméra, Il n'y a jamais. pas de caméra dans les cellules. Non, d'accord. Donc là, la caméra, elle est juste sur le Elle est devant. juste à l'extérieur. Elle est juste à l'extérieur, c'est ça, ouais. Non. Mais après, on a aussi dans l'esprit les professionnels dans leur pratique, ce sont des secteurs spécifiques. Donc en Oui. tout état de cause, Il y a une il y a une sensibilité vie. accrue. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça. C'est Mais je anxiogène. vous pose la question parce que vous savez bien que, par exemple, sur les taux de suicide ou autres, ils sont supérieurs dans les quartiers Oui, de discipline. on est bien d'accord. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je pose la question. en Et fait. c'est pour ça que nous, on est particulièrement vigilants sur les personnes détenues. Si la personne est vulnérable, si elle est suicidaire, si elle nous fait comme quoi elle va pas bien, on va la placer en cellule de protection d'urgence. Eh, ferme ta gueule!
Ferme ta gueule. Il y en a un là, il était en quartier disciplinaire, il voulait faire de la guitare. C'est surtout que ça le faisait kiffer, ça lui permettait de sortir de ses murs rien que mentalement. C'est venu l'allumer à 30 gars là, comme si c'était le plus grand, comme si c'était Mérine, comme si c'était le plus grand trafiquant du monde. Si c'était l'ennemi public numéro 1. Ferme ta gueule. Eux, ils vont se soucier. Peut-être il y en a un, deux qui le font. La majorité, ils s'en battent les couilles. Nos quartiers disciplinaires, on a été labellisés, c'est-à-dire qu'en fait, on respecte les règles pénitentiaires européennes. On a un auditeur qui est venu vérifier notre façon de fonctionner, si on traçait bien les choses, si les règles élémentaires étaient respectées, les droits des personnes détenues, voilà. Donc on a été labellisés. J'ai l'honneur et le prestige de vous dire voilà qu'on a reçu notre labellisation. Récite ton pitch, vas-y. C'est bien, t'as bien appris ta poésie. J'aimerais voir aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le PCI, enfin ce que vous appelez le PCI. Oui, le poste de commandement et de l'information. Le PCI, voilà, c'est ça. Sans journaliste. Voilà. Enfin, sans caméra. Oui, parce que sans photo. Sans photo, sans caméra, sans prise de vue, sans rien. C'est un poste sécuritaire. Ouais. Voilà, donc on va rentrer dans le PCI. C'est la brigade d'accès qui va se partager ici. Mais là aussi, on ne peut pas y mettre des débutants. C'est trop sensible. C'est bon? Allez, on peut pas mettre des débutants? Oui, bonjour. Ouais, ça fait combien de temps? Bonjour. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Donc, tout juste pour vérifier. Ici. Voilà. Mais après, tout ce que vous avez ici en réception d'images, c'est conservé, c'est enregistré. C'est enregistré, mais on a un enregistrement de 48 heures, puisqu'après, tout est écrasé. 48 heures? Ouais, elle est facile celle-là. Facilité scénaristique là. Quand on sait qu'il y a des procédures judiciaires qui durent je sais pas combien de temps, 48 heures. Sacha, il s'est pris 21 jours dans la gueule, 48 heures. Genre toi, tu peux mettre un humain 21 jours dans sa mère, mais toi, tu gardes 48 heures. Parce que l'objectif, c'est, comme on dit souvent, c'est plus il y a de transparence, mieux c'est. Et ça, c'est... Non mais c'est la règle d'or. Oh, Palpatine, pose plus de questions. Je vais remplacer le magnifié, peut-être. D'accord. Je vais mettre exacerbé. Ok. En fait, il faut trouver une façon d'exprimer ça qui soit différente, en fait. Je me demande si on n'a pas intérêt à l'enlever. C'est-à-dire, si on ne mettrait pas, par exemple, et je me dois d'évoquer les doutes portés sur les mauvais traitements et le manque de transparence et de traçabilité, qui, hélas, font croître les doutes et les suspicions. Oui. Vous voyez, c'est parfait. Ma question s'adresse au ministre de la Justice et concerne les quartiers disciplinaires. Ces lieux ne sont pas perçus par hasard comme des lieux de moindre droit. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Madame la Première ministre, je regrette votre absence de réponse car c'est vous qui avez également souhaité, comme ministre des Transports à l'époque, ces ZFE. Dans une démocratie, on peut et on doit débattre les orientations politiques. On peut les soutenir, on peut les critiquer, on peut naturellement manifester. Avec votre réforme, les femmes vont devoir, en moyenne, travailler 7 mois de plus pour partir en retraite. Vous savez, nous sommes nombreux sur tous ces bancs à vouloir que la France reste la référence mondiale au niveau du vin. Merci. Tu es en train de tout whipping là. La parole est à notre collègue Guy Ménard-Roche pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Justice et concerne les quartiers disciplinaires. Ces lieux ne sont pas perçus par hasard comme des lieux de moindre droit. Les conditions de vie sont plus dures qu'en détention générale. L'État français ne brille pas par l'état de ses prisons et par les conditions de détention. Les quartiers disciplinaires sont le reflet exacerbé de ces problèmes et le Comité pour la protection contre la torture du Conseil de l'Europe, à lors de sa visite, établit de nouveau des constats qui ne nous font pas honneur. Actuellement, la durée maximale y est de 30 jours. Le Comité a recommandé à nouveau aux autorités françaises de prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer que le placement à l'isolement disciplinaire ne dépasse pas 14 jours et soit de préférence d'une durée inférieure.
Et je me dois d'évoquer les doutes portés sur les mauvais traitements et le manque de transparence, de traçabilité. Oh, vous nous le dites si on vous fait chier là en fait. Oh, je suis prof d'une classe en DUT Tech de co. Frère, pourquoi il y a deux, ils sont au bigot? Vous le dites, hein, si vous n'êtes pas assez payé pour taffer, bande de chiens. Oh, écoutez, non? Je sais pas. Qui, hélas, fait croître les doutes et les suspicions, entre autres, sur les circonstances de certains événements et de certains suicides. Suicide qui semble aussi plus important dans ces lieux où les privations peuvent créer des conditions favorables au passage à l'acte. Aussi, je souhaiterais savoir si le ministère compte rendre disponibles les chiffres liés au quartier disciplinaire, nombre de séjours, durée moyenne, nombre de suicides, afin de permettre un état des lieux de la situation et pour enclencher une réforme des quartiers disciplinaires. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Merci, monsieur le président du Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Benarroche, je vous communiquerai très volontiers les chiffres. Je vais demander à la direction de l'administration pénitentiaire de me les communiquer. Dès que je les ai, je vous les communique. Mais ne laissons pas entendre, s'il vous plaît, que le quartier disciplinaire, autrement appelé mitard, serait le lieu de l'arbitraire absolu. J'ai déjà eu, hélas, l'honneur et le déplaisir en même temps de le dire. La justice, c'est un abandon de 3 décennies sur le plan humain, sur le plan budgétaire et sur le plan politique. Par ailleurs, s'agissant des suicides, évidemment que le quartier disciplinaire peut être un facteur favorisant, si j'ose dire. Nous y sommes très attentifs. Le personnel pénitentiaire prend un certain nombre de dispositions. Nous faisons venir des médecins également pour que on s'occupe davantage des détenus. Tout cela est en cohérence parce que vous avez bien compris que le suicide d'un détenu, c'est un échec. Je vous ouvre la porte de la chancellerie. Politicien je vous de merde. Monsieur le sénateur, très prochainement, et nous réfléchirons ensemble à ce que vous avez évoqué. Mais je le dis, ça n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Ah, rien va changer, frère. Politicard de merde, frère. Il a sorti une belle phrase qui est réelle et c'est ça, c'est pour mettre le mec dans sa poche, tu vois, te dire j'ai conscience, je suis d'accord avec ce que tu dis, nous nous comprenons. Voilà, c'est un abandon depuis 300 ans, machin, etc. Par contre, on va pas gérer ton dos et je vais te répondre avec des stats. Théma, il calculait tous les mots qu'il disait, frère. Il mettait des postes de ouf de faut pas que je me trompe dans ce que je dis, il faut pas que je laisse la place pour qu'on puisse me retomber dessus. Il a une dégaine de méchant. Là, tu fais confiance à un homme comme ça, qui a cette posture-là, le dos courbé, il est voûté. Malgré plusieurs relances, le sénateur Guy Benarroche n'a pas obtenu les chiffres demandés. Il attend de rencontrer prochainement le ministre de la Justice. C'est le pingouin. Vous êtes en relation avec le tribunal de grande instance de Melun. Merci de bien vouloir patienter ou de renouveler votre appel. Tribunal, bonjour. Oui, bonjour madame, pourrais-je avoir le secrétariat du doyen des juges d'instruction, s'il vous plaît? Vous aussi, vous prenez cette voix de con ou pas? Oui, bonjour, je vous appelle... Alors, faut pas qu'on soit cramé, hein. La white voice. Je crois que c'était Kevin Razi qui avait un sketch sur le fait que quand on parle à ces personnes-là, à la fin, on raccroche toujours en rigolant, en disant au revoir. Ouais, ça... Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Service instruction, bonjour. Oui, bonjour madame. Maître David à l'appareil, avocat au barreau de Paris. La voix de Chippy. Je vous appelle parce que je n'ai toujours pas la désignation du magistrat instructeur dans un dossier. C'est une plainte que j'avais déposée en mai 2021. C'est à quel nom, s'il vous plaît? Le nom, c'est monsieur Fofana Mamadou. D'accord. C'est madame Delcoigne. D'accord. Depuis quand, c'est madame Delcoigne? 22 août. 22 août, d'accord, ok. Merci pour cette information. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, maître. Ah, moi, je suis une crème aussi, dites. Bonjour. Bonjour. Je suis venu voir Benoît David. Ok. Merci. Merci. Bonjour, monsieur Fofana. Bonjour, Benoît. Je vous en prie.
c'était important qu'on se voit aujourd'hui pour qu'on puisse un peu faire le point sur le dossier de votre frère. D'accord. Parce qu'il y a un peu du nouveau. Ça fait 6 mois qu'en fait, il y a un juge et on ne nous a pas avisé. Alors que la procédure veut, lorsque le juge d'instruction est désigné, on avise la partie civile. Ce que vous êtes partie civile. Et vous voyez, c'est très important, Mamadou, de se rendre compte que vous n'avez pas été avisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas été informé qu'un juge d'instruction avait été désigné, ni moi non plus, parce que tant que vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas demander à ce que certains actes, c'est-à-dire certaines auditions, certaines enquêtes soient faites par le juge. Quand vous êtes, comme vous, partie civile, vous avez un droit qui est de dire au juge, voilà, moi je pense qu'il faudrait regarder dans telle ou telle direction. Moi je pense qu'il faudrait entendre telle ou telle personne. C'est des éléments qu'on peut demander. Et sans vous le dire qu'il y a un juge qui a été désigné, ben, vous ne pouvez pas le faire, ça. Vous ne saviez pas que vous aviez le droit de faire, en fait, depuis le mois d'août. Voilà. Je ne sais pas quoi il faut dire. Maintenant qu'on sait qui est le juge qui a été désigné, on peut enfin faire des demandes d'actes. Notamment faire entendre les détenus qui n'ont jamais été entendus, les surveillants qui n'ont pas été entendus, pourquoi il manque 24 minutes dans les vidéos. C'est ça. Donc voilà, c'était important que je vous dise ça, que le dossier de votre frère, il n'est pas oublié de mon côté, mais que du côté de la justice, ça met beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire et toute la lumière en détention? C'est possible. Ouais, ben. Oh, rien à voir. Vous trouvez pas il a le flow à Marcus un peu là? La veste? Il a pété le flow à Marcus en vrai. Ce révolutionnaire. Il va faire des dingueries là. Moi je connais la suite du film. Combien de détenus sont décédés comme ça, je ne sais pas. Je sais quand même que mon frère n'est pas le premier. Et s'il faut tout faire aujourd'hui pour que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. En fait, c'est que le sujet, c'est même pas le milieu carcéral, c'est même pas la prison le sujet, c'est les exactions. Le fait de mettre des sanctions, de prendre des décisions démesurées par rapport à certaines choses.